À un moment donné, les Européens se disent, si le régime de Poutine fait ça en Ukraine, en Géorgie, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec des pays membres de l'Union européenne qui ont été anciennement des républiques socialistes soviétiques ou qui ont été encore plus anciennement des morceaux de l'Empire russe? Bon, c'est à quel pays? Je pense à l'Estonie, je pense à la Lettonie, je pense à la Lituanie, je pense à la Pologne, je pense à la Finlande. Voilà, il y a une tradition qui est rappelée par Poutine très régulièrement, consistant à dire, mais attendez, il y a tout un tas de pays là qui se croient indépendants, qu'ils pensent qu'ils sont des États-nations avec des nations, mais en fait non. Tout ça en réalité, c'est des gens qui imaginent qu'ils peuvent sortir de l'ère culturelle russe. Et d'ailleurs, ils seraient bien mieux dedans. Or, nous, dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes liés les uns les autres, de manière complètement volontaire, par une clause de défense mutuelle. Alors, il se trouve que c'est aussi dans le cadre de l'OTAN que cette clause de défense mutuelle, on va dire, elle est opérationnelle. Mais même s'il n'y avait pas l'OTAN, dans le cadre de l'Union européenne, c'est l'article 47.2 du traité sur l'Union européenne qui dit « Dès qu'un État membre de l'Union européenne est agressé, tous les autres s'engagent à lui porter secours avec les moyens dont ils disposent et qu'ils choisiront. » Donc théoriquement, la menace russe sur sur les pays baltes ou sur la Pologne est réduite parce que la probabilité que Poutine tente quelque chose en sachant qu'il y aura une solidarité européenne derrière pourrait le dissuader d'aller plus loin, non? Alors, vous me demandiez pourquoi Poutine n'aime pas l'Union européenne, et d'ailleurs pourquoi Trump n'aime pas l'Union européenne, parce que l'Union fait la force. Et que pour Trump et pour Poutine, même s'ils ont chacun des raisons qui leur sont spécifiques de ne pas aimer l'Union européenne ou de ne pas aimer les Européens ou de considérer avec mépris les Européens, évidemment, ils ont intérêt à diviser pour mieux régner. Et donc, c'est aussi pour ça que Poutine, puisque là, on est bien en décembre 2025, c'est bien pour ça que depuis quelques mois, vous avez à intervalles très réguliers, peut-être 4 fois par mois, des drones dont le plus probable est qu'ils soient des drones envoyés par le gouvernement russe ou l'armée russe, qui survolent les aéroports de Copenhague, Anvers, Berlin, Varsovie, ou qui survolent des sites sensibles, comme des centrales nucléaires. Et là, on voit bien que c'est une manière de dire « Eh oh, c'est ça l'Union européenne, hein. Tous les pays sont solidaires, et si vous pensez que je ne m'intéresse qu'à l'Estonie, non, vous vous trompez. Si vraiment vous voulez que je ne m'intéresse qu'à l'Estonie, à ce moment-là, écrivez-moi bien que vous allez lâcher l'Estonie. » Et ça serait très grave, parce que l'Union européenne, si on commence à dire en fait, il y a des puissances étrangères qui décident de ce que nous, souverainement européens, on décide de faire nous à l'intérieur de notre propre union, ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, on deviendrait dominé, dépendant, sous emprise, en fait. Mais est-ce que, faisons de la politique fiction, admettons qu'on dise, bon, finalement, les pays baltes, c'est assez loin, on ne les connaît pas très bien, on va céder sur ça, on va céder sur l'Ukraine. Est-ce que ça ne s'arrêtera pas à ça? Et puis bon, au lieu d'être une Europe à 27, on sera une Europe à 23 ou... D'abord, on ne serait plus du tout crédible. Ça veut dire que si l'Europe commence à lâcher ses membres... D'accord. Même le plus petit? Vous voyez, ça veut dire que du coup, aux yeux du monde entier, enfin d'abord, aux yeux des Européens eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, prenons votre scénario de fiction. S'il y en a 26 qui se mettaient d'accord pour lâcher le 27e, en disant à Poutine, en disant aux Russes ou même aux Américains, on pourrait prendre aussi, on pourrait prendre l'exemple avec les Américains. On pourrait dire, si les 26 faisaient pression sur le Danemark pour que le Danemark cède le Groenland aux États-Unis, puisque le Groenland est un territoire autonome sous souveraineté danoise, comme la Nouvelle-Calédonie avec la France, si vous voulez, et que le président Trump l'avait déjà dit pendant son premier mandat, et là il l'a redit, il a dit « ce serait quand même vraiment bien que les États-Unis annexent le Groenland ». C'est une énorme pression qui est mise sur le gouvernement danois, qui est un pays de 5 millions d'habitants, qui fait partie de l'Union européenne. Donc imaginons, prenons ce scénario-là pour que vos abonnés comprennent bien que ce n'est pas juste un problème avec les Russes, c'est un problème européen. Si les 26 disaient au Danemark, écoute, on vous adore, mais allez, lâche le Groenland, laisse Trump
faire que les États-Unis annexent le Groenland. Puis comme ça, on sera tranquille. Il nous embêtera plus. Et puis toi, Danemark, tu restes dans l'UE. Ça veut dire que du coup, les 26, d'abord, ils perdent toute crédibilité. Plus d'honneur, plus de sens moral et surtout plus de sens politique, si vous voulez. Du coup, ça veut dire qu'en fait, les 26 savent que demain, ça peut arriver à chacun d'entre eux. Vous voyez ? Si à 26, ils sont capables d'en lâcher un, qui sait si demain, il n'y en aura pas 25 qui seront capables de me lâcher moi. Vous voyez ? Alors, revenons à l'atlantisme. Donc, selon votre interprétation des événements récents, l'atlantisme est mort. Qu'est-ce qui va remplacer l'atlantisme et la défense ? Eh bien, l'Europe. C'est pour ça que j'appelle ça « Vive l'Europe ». Alors, là, la question... Il n'y a pas d'Europe militaire. La question que vous avez posée, c'est qu'est-ce qui va ? J'en sais rien. Moi, je suis un universitaire, je suis un chercheur. Je ne lis pas dans le mar de café, je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de travailler avec des think tanks, c'est que je peux prendre les paramètres tels qu'on les comprend et tels qu'on les connaît, c'est à ça que ça sert les chercheurs en sciences sociales, c'est de dire, voilà, le réel a l'air confus, mais nous, on peut essayer de vous dire, voilà comment on peut vous donner une lecture lisible d'un réel qui a l'air confus. Voilà. Et à partir de là, on prend les paramètres, et on se dit, si dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, dans les 15 ans qui viennent, cet agencement de ces différents paramètres bouge. C'est-à-dire, vous prenez le paramètre 1, aujourd'hui, sur une table de mixage, il est au degré 2, vous le poussez jusqu'au degré 4. Vous prenez le paramètre 3, ok ? Aujourd'hui, dans le paysage d'aujourd'hui, il est sur une échelle de 1 à 10, il est au degré 7. Imaginez qu'il recule au degré 2. Donc on a toujours les mêmes paramètres, mais la combinaison change. Donc si la combinaison change, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc moi, ce que je constate aujourd'hui, je peux vous dire, quand j'ai commencé à écrire ça, quand j'ai été voir mes co-éditeurs, là, l'Aube et Jean Jaurès, en leur disant « je crois que là, il se passe quelque chose de dingue, il y a un tournant incroyable, il faut en parler ». Eux, ils ont dit « oui, c'est très intéressant ». À l'époque, je peux vous dire, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, en décembre 2025, beaucoup de mes collègues qui, à l'époque, étaient beaucoup plus modérés que moi dans le constat, aujourd'hui sont sur cette ligne maintenant. Est-ce que c'est un constat français ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est partagé également par mon pays où vous savez que je suis franco-allemand ? Je sais bien. Est-ce que les Allemands pensent également à la même chose ? Vous savez qu'en Allemagne, il y a un bouquin qui est un best-seller, qui a été écrit par un de vos compatriotes allemands qui s'appelle Carlo Massala, qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps aux éditions Grasset, et qui, le titre allemand, je crois que c'est « Et si la Russie gagnait un scénario ?» Et il paraît qu'en Allemagne, c'est un best-seller. En France, ça ne marche pas du tout, la traduction française, mais bon, peu importe. Alors, entre parenthèses, moi, si vous le permettez, je fais un tout petit peu de pub. J'ai un podcast. Bon, c'est beaucoup moins... Alors, j'allais en parler. Alors... Ouais, non, mais juste parce que j'ai un podcast qui s'appelle Le Bloc-Notes de Sylvain Kahn, donc, auquel on peut s'abonner sur toutes les plateformes audio. Ok, c'est pas vidéo, c'est audio, ça dure 7 minutes. Et le dernier épisode, l'épisode numéro 5, qui est donc sorti la dernière semaine de novembre 2025, il porte là-dessus. Sur... Alors qu'est-ce qu'il dit, Massala ? Massala, il essaye, parce que les Allemands sont très incrédules, beaucoup plus incrédules que les Français, pour des raisons historiques. Parce qu'ils étaient beaucoup plus atlantistes encore que les Français. À la fois parce qu'ils étaient atlantistes, vous avez raison, parce que, pour le dire en un mot, l'Allemagne fédérale et démocratique avait 3 piliers. C'est-à-dire comment les Allemands sont sortis du nazisme. Ils se sont construits sur un socle avec 3 piliers dessus. Okay ? L'économie sociale de marché, l'atlantisme, c'est-à-dire l'alliance avec les États-Unis pour se défendre, pour ne pas avoir à faire la guerre et pour être arrimé à un système de valeurs qu'on appelait occidental. 3e pilier, la construction européenne, pour éviter ce que les Allemands appellent dans leur histoire le Sonderweg, c'est-à-dire un chemin particulier et spécifique qui les éloigne des autres Européens et qui a pu, à certains moments de leur histoire, les mener vers le militarisme. Voilà. Comme ça, les Allemands s'insèrent dans un système européen et atlantique qui font qu'ils sont un élément d'une collectivité. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, les Allemands, ils sont extrêmement perturbés parce qu'ils n'arrivent pas à croire que l'atlantisme, c'est fini. Et il y a plein de gens en France qui ont du mal à y croire, mais moins qu'en Allemagne. Et puis maintenant, ça commence à changer.
Et il y a plein de gens en Pologne qui ont du mal à y croire, mais ils commencent aussi à avoir des débats entre eux et à changer. Et moi, j'ai juste fait partie de ceux qui, peut-être parce que je travaille sur l'Union européenne depuis 25 ans, peut-être parce que je le fais dans un environnement, disons, basé en France, à Sciences Po, je l'ai vu tout de suite, si vous voulez. Donc, revenons à Massala. Son livre, c'est « Si un scénario de Poutine se réalise », c'est ça? Donc Massala, il veut faire toucher du doigt à ses compatriotes allemands qu'il est, disons, que la menace russe est vraisemblable. Voilà. Parce que dans l'histoire politique de l'Allemagne, et dans l'histoire des relations internationales de l'Allemagne, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir ici, il y a eu à plusieurs reprises, disons ces 2 derniers siècles, des moments de partenariat ou d'alliance privilégiée entre l'Allemagne et la Russie ou entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Donc, en Allemagne, vous avez une tradition pacifiste qu'on trouve notamment dans la famille social-démocrate. Vous avez cet héritage qui fait qu'on pense à plusieurs reprises, on pense qu'il y a une carte à jouer en étant une espèce de pont entre l'Europe et la Russie. Okay, et enfin, il y a cette importance de l'Alliance Atlantique sur laquelle ou avec laquelle les Allemands d'aujourd'hui se sont construits. Eh bien, ces 3 raisons font que la société allemande est particulièrement déstabilisée, à la fois par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis par le Trumpisme. Donc Massala, il essaye de trouver un moyen pédagogique et, et littéraire de parler de ça à ses compatriotes pour amener ses compatriotes à plus de lucidité. Et donc il envisage un scénario, alors le scénario par lequel la Russie essaierait de menacer, voire d'agresser militairement l'Ukraine, n'est pas très original, on l'a tous fait, mais il essaye de montrer à ses compatriotes les raisons possibles, donc il fait plein de sous-scénarios, si vous voulez, pour lesquels et par lesquels le régime de Poutine pourrait en arriver de manière vraisemblable à envahir un morceau de l'Union européenne. Voilà. Bon. Moi, dans mon podcast, qui fait non pas 200 pages, mais 7 minutes, si vous voulez, je vais à l'essentiel tout de suite en disant, à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà par quels moyens, quelle forme ça prendrait une agression militaire de l'Union européenne par la Russie. Alors, si l'Atlantisme est mort, qui se concrétise notamment par, selon vous, la fin de l'OTAN, comment on remplace cette sécurité sans les Américains qui nous a permis à bon coup de nous protéger depuis la Seconde Guerre mondiale? Sans les Américains, qu'est-ce qu'on a à la place? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut réfléchir à non seulement à ce qui pourrait se passer, mais comment on pourrait faire. Voilà. Alors là, encore une fois, moi je suis un généraliste de l'Union européenne, puis en plus je suis historien et géographe, c'est mes disciplines d'origine. Donc, par exemple, je peux vous dire que je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on appelle les war studies ou les études stratégiques. Mais j'ai des collègues, comme Samuel Faure, comme Pierre Haroche, comme Olivier Schmitt. Eux, leur boulot, c'est pas de faire de la géopolitique de l'Union européenne ou de la géographie politique de l'Union européenne ou l'histoire de l'Union européenne, c'est d'étudier la politique de défense de l'Union européenne, et puis ils font ça depuis 10 ans. Donc là aussi, je les cite, enfin je les cite pas tous, mais j'en cite certains dans mon petit bouquin ou dans mes bouquins précédents. Alors... Donc, question simple, faut-il se réarmer en Europe ou bien se dire, bon, de toute manière... Alors, question simple, faut-il se réarmer en Europe? D'une part, la réponse est clairement oui. D'accord. Se réarmer en Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pourquoi c'est important de se réarmer, comme vous dites? Parce que, c'est le vieil adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire que si on considère, et on est obligé de le considérer, vu les déclarations, vu la doctrine de politique étrangère et de politique militaire du gouvernement russe, si on considère que le gouvernement russe pourrait, j'ai bien dit pourrait, j'ai pas dit va, pourrait considérer un jour comme utile ou pertinent pour ses buts d'agresser l'Union européenne, même simplement par une incursion militaire. Quand je dis une agression, c'est pas forcément 300 000 soldats, l'aviation, etc. Mais juste, vous voyez, pousser ses chars à traverser la frontière entre l'UE
et la Russie à Narva en Estonie, et a envoyé un bataillon, juste pour voir ce qui se passe. Puis dire, ah ben tiens, là, ces 2 arrondissements de l'Estonie, on y est très bien, on y reste. Puis d'ailleurs, on va faire pareil en Lituanie, puis on fait pareil en Pologne, et puis on va envoyer des drones au-dessus de l'aéroport de Porto, de l'aéroport de Lisbonne, de l'aéroport d'Anvers. Puis on regarde ce qui se passe. Voilà. Pour éviter ça, il faut dissuader le menaceur d'avoir envie de le faire. Il faut faire croire au menaceur que s'il le fait, eh bien, la riposte sera terrible et que ça lui coûtera bien plus cher que ça va lui rapporter. Donc déjà, vous vous réarmez. Oui, mais alors, ça, c'est déjà ce qui se passe pour l'Ukraine. Personne ne pensait un seul instant que, rationnellement, la Russie avait intérêt à envahir l'Ukraine, les risques étaient énormes, et vous l'avez rappelé, presque 4 ans de guerre. Ben oui, mais parce qu'on n'avait pas envoyé des signaux comme quoi le coût pour la Russie serait bien plus grand. Donc là, on a fait une erreur. Il aurait fallu être beaucoup plus ferme. Ah ben alors attendez, si on parle d'erreur et si on refait l'histoire, il y a un grand... J'y tiens pas forcément parce que c'est trop tard. Mais... En un mot, oui. Il y a un grand débat dans la communauté académique, donc chez les universitaires qui s'intéressent à tous ces sujets, dans la société politique. Lisez les mémoires d'Angela Merkel, moi je les ai lus. Je les ai lus aussi dans le texte. Vous les avez lus en allemand, moi je les ai lus en français. D'accord ? Angela Merkel, elle passe 5 pages à expliquer pourquoi elle s'est opposée à l'époque à la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui. Parce que c'est ça le débat. Alors que le fils Bush poussait. Oui. Et Sarkozy aussi, qui était à l'époque le président français, était contre, freinait. Et qu'il y avait beaucoup de pays européens membres de l'OTAN qui, eux, ne freinaient pas et étaient pour. Ça nous rappelle au passage que l'OTAN, d'accord, c'est pas les Américains qui décident et les autres qui suivent. L'OTAN, il faut que tout le monde soit d'accord, parce que même un petit pays comme l'Estonie a un droit de veto. L'OTAN, hein, donc il faut arrêter de fantasmer sur le fait que l'OTAN, c'est les États-Unis en Europe. C'est pas ça. Si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, évidemment que l'Ukraine n'aurait jamais été envahie. Parce que là, pour le coup, ça aurait été très dissuasif. Alors je sais bien, j'ai des collègues, je vois bien la sphère médiatique, je vois bien la sphère des réseaux sociaux, des gens qui disent, mais ça c'est le narratif russe, qui disent, c'est parce qu'il y a tout un tas de pays qui avant étaient culturellement dans l'univers russe, qui sont dans l'OTAN, que la Russie de Poutine s'est sentie encerclée et menacée, et que donc elle a attaqué. Mais en réalité, c'est pas parce que l'Estonie est dans l'OTAN que la Russie est menacée. Ça, c'est une construction. C'est peut-être une construction, mais c'est aussi une énorme perception auprès de la population russe, non ? Moi, je suis pas un spécialiste de la Russie, et vous savez, les perceptions de la population russe, encore une fois, j'ai des collègues, j'en ai cité 2 tout à l'heure, j'en ai cité 3, je peux les reciter. Hein, non, pas la peine, mais... Ok, je veux dire, ils vous disent... Hein, mes collègues qui sont spécialistes de la Russie, ils vous disent que c'est très compliqué de pouvoir faire un tableau, pertinent de la perception qu'ont les Russes de n'importe quel sujet. D'accord. Parce que la Russie est vraiment une dictature. Et les gens, si vous voulez, voilà. Donc moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste et parce que les spécialistes disent que c'est très difficile à savoir, je ne sais pas ce que pense l'opinion publique russe.